Merci au Masque, merci aux amis du Masque, merci à tout le monde, à vous toutes et tous pour être là. C'est aujourd'hui la troisième fois que j'ai l'occasion de me retrouver devant un auditoire ici à Sable-d'Olonne et c'est toujours une belle occasion. Donc comme Gaël le disait, là on se retrouve à cette deuxième rencontre qu'on a construit ensemble avec Gaël dans les tentatives de se plonger sur finalement qu'est-ce que c'est un musée et architecturalement parlant. Et donc on a envisagé ensemble une série de thématiques. Donc la dernière fois, on a fait une réflexion, une grande course. On a traversé des centaines et des centaines d'années autour de la question de la lumière. Et aujourd'hui, je vous proposerai un autre plongée, mais cette fois-ci, on regardera plutôt la question de l'espace et la question de la circulation. Donc, comme la dernière fois, j'aime partir de très loin et de vous présenter et véritablement de faire découvrir avec vous dans les prochaines 60 minutes pour essayer de monter avec vous un raisonnement. Donc finalement, on part encore une fois avec la même question, qu'est-ce que c'est un musée? Et c'est une question qui, au fur et à mesure de l'histoire et de la théorie de l'architecture, a animé beaucoup des architectes et beaucoup donc de membres de cette discipline, avec des réponses tout à fait fascinantes. On a vu comment, la dernière fois, la lumière a été identifiée comme un élément crucial dans cette histoire, et là, plutôt, regardons l'espace. Donc, pour partir dans cette aventure, je voudrais vous proposer une image de ce qui est les Muséons d'Alexandrie, donc un de progéniteurs, si vous voulez, de ce qui pourrait être considéré aujourd'hui l'objet musée. Un dispositif dans les cas de Muséon qui a je dirais, qualification susceptiblement différente par rapport à un musée d'aujourd'hui. Donc musée directement si appelé dans ces cas-là de ce qu'en italien on appelle la musa, donc les musées, et donc un lieu qui avait été construit par la dynastie Ptolémée pour rassembler un savoir et surtout aussi pour rassembler des savants et pour discuter, pour réfléchir, pour philosopher autour de ce qui sont, ce qui étaient déjà à l'époque les objets de l'art, de la culture et de la connaissance. Donc un musée qui est dans l'époque ancienne n'a pas encore une véritable statut avec ce qu'on pourrait définir aujourd'hui la typologie. Et donc quand on parle d'espace et quand on parle de circulation, on doit considérer comme la circulation dans l'époque ancienne, dans des lieux de culte, dans lesquels on aurait pu trouver ce qu'aujourd'hui on appellerait des objets d'art et des objets de culture, ou comme dans les cas de temples anciens, des véritables trésors, c'est une circulation libre, dans laquelle donc les visiteurs n'ont pas spécifiquement un parcours à suivre, comme par exemple les cas de toute la généalogie de ce qui est les temples de l'architecture classique. Restons encore un instant sur la question de l'architecture ancienne. Donc on peut aussi s'interroger de ce qui était en réalité la dimension muséologique ou la dimension muséale, la dimension de l'exposition de l'art, des objets qui avaient à faire avec l'art, même dans l'échelle de la domesticité. Et donc regardons pour un instant cette reconstruction d'une villa, d'un domus romana, dans laquelle les objets qu'aujourd'hui on pourrait associer avec les musées, donc l'exposition de l'art, dans ces cas l'art de la famille, prend des espaces particuliers, celle du jardin, dans la configuration de la domus, et celle de l'hôtel. L'hôtel dans lequel, donc, vous voyez ici, dans la partie gauche de cette reconstruction, cet petit hôtel dans lequel sont donc célébrés à travers des rituels je dirais, les divinités de la maison. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a un autre dispositif qui me permet de faire une liaison et passer de ce qui est l'histoire ancienne à l'histoire, par exemple, à toute la tradition du Moyen-Âge,
que c'est cet objet, donc on l'a vu avec les romans dans la dimension du jardin, dans l'objet du jardin, et là on pourrait élargir et parler, simplement citer l'existence du cloître. Le cloître comme un dispositif qui est crucial quand on parle en architecture de circulation, mais qui est crucial également quand on parle d'un espace dédié à la contemplation, au savoir, à l'échange et aussi, pourquoi pas, à la monstration de ce qui, à l'époque, sont les cycles, des véritables cycles des fresques qui, avec un fin tout à fait didactique, présentent, racontent des récits qui ont affaire souvent, dans les cas évidemment des cloîtres chrétiens, des passages importants de ce qui est l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et pourquoi pas aussi des objets qui ont affaire avec l'art chrétien, comme par exemple ici, vous voyez dans cette belle tableau, une peinture qui donc est proxime à ce qui est l'espace du cloître. Donc un espace qui donc s'ouvre aussi, crée des rapports importants entre intérieur et extérieur, mais un espace dans lequel on n'a pas une véritable maîtrise de ce qui est la monstration des objets d'art ou une monstration de ce qui est donc ce cycle didactique lié à l'apprentissage et à la réflexion autour de la culture chrétienne et du savoir. Comme vous l'avez peut-être compris, au fur et à mesure de notre dernière rencontre, j'ai mes petites obsessions cinématographiques. Donc Barry Lyndon, film de Stanley Kubrick, m'avait été très utile à notre dernière rencontre pour faire une réflexion sur finalement qu'est-ce étaient les conditions dans lesquelles l'œuvre d'art était exposée dans l'espace, celle de la noblesse, celle de l'aristocratie. Eh bien, c'est une réflexion autant intéressante quand on se plonge dans une question qui n'a pas forcément à faire avec la lumière, mais plutôt avec celle de l'espace. Pour se rappeler, encore une fois, comme on l'avait mentionné la dernière fois, que la pièce de la villa, la pièce de la demeure, la pièce donc de l'aristocratie et de la noblesse, est à l'époque le véritable espace dédié à la monstration de l'art. Il y a un dispositif tout à fait fascinant qui se met en place dans les cadres je dirais, des cours de différents royaumes, de l'aristocratie aussi, dans une certaine ambiance d'une très haute aristocratie, et c'est celle de la Wunderkammer, dite à l'allemande. Il s'agit donc d'un dispositif qui, roi, reine, prince, met en place pour montrer à leurs proches, à la cour, ce qui sont des véritables cabinets des curiosités. Ici, l'art n'est pas catalogué, ici, l'art n'est pas montré avec un outil didactique, mais plutôt avec un fin lié au concept de merveille. Donc, fasciné, émerveillé, c'est autour de cette question qui les cabinets des curiosités au Wunderkammer est donc mis en place. Donc ici, vous voyez donc, un exemple qui est très connu dans la littérature. Une Wunderkammer qui, attention, quand on parle d'espace, n'a pas un espace codifié, n'a pas un espace... il n'existe pas des règles pour définir un cabinet de curiosité à l'époque, et la confirmation arrive du fait que finalement cet objet, ce dispositif, peut prendre autant la taille d'une pièce, autant la taille d'un armoire, et donc rentrer dans cette espèce de, on pourrait la définir, des micro-architectures, ou des architectures à l'intérieur de l'architecture. Je vous ai montré la dernière fois certaines images qui me sont encore utiles cette fois, parce que je les trouve parlantes précisément pour cette question de qu'est-ce que c'est l'espace de l'art dans une époque donc, qui traverse les XVIIe et XVIIIe siècles. Et donc, disons que la Wunderkammer commence donc à prendre une véritable emprise, commence à prendre la forme de grandes pièces qui sont complètement recouvertes d'œuvres, du sol jusqu'au plafond, et dans lesquelles
du cabinet des curiosités, on tire toujours les principes de émerveiller, de stupifier. On pourrait se questionner par exemple sur quelle est la qualité de la monstration d'un tableau qui on arrive peut-être à voir à peine, au moins que moi j'arriverai à voir à peine car je suis myope, mais, et qui on dispose par exemple à une hauteur très importante, pensez à 4, 5, 6 mètres d'auteur. Alors encore une fois, quel est l'espace de l'art dans ces cas? Et évidemment, on traverse donc ce qu'on peut considérer les véritables précurseurs des espaces muséals, dans lesquels donc, on commence à construire, à concevoir des espaces qui sont autres par rapport à la pièce, ou à un des pièces de la noblesse, et qui deviennent des espaces spécifiquement conçus pour la monstration de l'art. Dans un moment où on commence aussi à vouloir ouvrir à cette monstration à un cercle ou je dirais à un groupe social toujours plus élargi. Et donc là, je pense qu'encore une fois, l'exemple de la Galleria degli Uffizi, avec donc un espace très célèbre qui a été appelé Tribune, je pense qu'il est très parlant à ces propos. À la moitié du 19e siècle, en réalité, on peut parler du British Museum déjà à partir de la moitié du 18e siècle, donc on commence à voir comme l'espace de ce qui devient les véritables musées modernes, un précurseur du musée moderne, n'a pas encore trouvé une véritable typologie au niveau spatial. L'espace du musée est encore un espace qui fait un véritable mimésis, donc qui regarde, qui reflète ce qui sont les espaces de l'architecture traditionnelle. La monstration des objets à son intérieur est encore une monstration qui se base sur les principes d'accumulation qui, donc, celle-ci, on a vu traverser les siècles jusqu'à là. Et là, l'aménagement fait à la moitié du 19e siècle dans les British Museum de Londres peut nous confirmer cette tendance. Les objets sont disposés pour remplir un espace. La circulation des visiteurs est une circulation dans laquelle les visiteurs est soumis à la disposition de l'art dans l'espace. Et donc, il y a une véritable question de s'adapter à la disposition de l'art pour pouvoir donc circuler dans les pièces du British Museum. Et donc ici, vous voyez dans ces séries d'images, c'est qu'on définit à l'époque les nouveaux aménagements du British Museum. On est véritablement à la moitié du 19e siècle. Encore une fois, fondamental, passer encore une fois à travers les cas du Louvre, dans lesquels donc la question de la galerie, donc cette nouvelle typologie de la galerie qu'on a donc regardé la dernière fois, très attentionné à découvrir, à analyser la question de la lumière, et donc aujourd'hui on peut la reparcourir pour plutôt essayer donc de mettre en lumière la naissance de cette typologie spatiale que c'est donc la galerie. Une galerie qui donc doit se libérer pour les passages du public, qui peut donc trouver pour la première fois donc cette primauté par rapport à l'art qu'elle se déplace vers les deux simèses latérales de cet espace. Un dispositif donc dans lequel évidemment on commence à réfléchir au dispositif muséal pour sa valeur, non plus d'émerveillement, mais plutôt pour sa valeur didactique. On a vu aussi l'établissement compliqué, complexe de ce projet qui donc n'arrive pas à aboutir selon ceux qui sont les premiers dessins de l'époque pré-napoléonienne. Donc on les voit ici dans ce qui est son état, disons, réalisé par rapport à ce qui est cette première vision. On l'a vu par rapport à ce qui est donc l'aménagement post-napoléonien, avec donc, encore une fois, l'autre fois, la question de la lumière, mais pour ce qui nous concerne, les projets réalisés est effectivement fidèle à ce qui sont les principes spatials de son dessinateur.
On a vu naître pendant le 19e siècle la question de la séquence des grandes salles, qui deviendra, elle, un véritable principe qui sera à la base de ce qui est la muséologie moderne. Des espaces particuliers comme celle d'un espace central, qui donc est utilisé encore une fois ici dans les cas du British Museum. Il s'agit d'une reading room, donc d'une salle de lecture, mais ça me permet de vous montrer encore une fois comment cette typologie après trouve sa réponse vers ce qui est donc l'exposition de l'art, la monstration de l'art, dans ces cas spécifiques, la monstration de la sculpture, des sculptures, dans les cas de la rotunda dessinée par Schinkel. Moment troublant pour la question de la lumière, pour l'autre séance, mais importantissime aussi aujourd'hui pour ce qui concerne l'espace, car la grande exposition de 1851 et la conception du Crystal Palace ouvrent la voie pour une révolution spatiale, c'est-à-dire celle qui deviendra connue un siècle après de grandes hangars équipés. Donc vous voyez comment ce projet interrompt de façon tout à fait avant-gardiste ce qui est les principes de la galerie, qui interrompt ce qui est les principes de la séquence des salles pour définir un espace neutral, un espace baigné de lumière, un espace qui n'est plus soumis aux règles spatiales des musées que je viens de vous montrer jusqu'à là, et qui ouvre à la possibilité d'une grande boîte passe-partout à l'intérieur de laquelle l'art peut trouver une liberté jusqu'à là inconnue. Et vous les voyez dans ce qui a été son usage et surtout dans ce qui ont été de ce qui a été son contenu. Un contenu tout à fait, vous les voyez ici, hétérogène, qui va des objets de la modernité tels que des machines, technologies, en passant par des tableaux pour arriver jusqu'à des sculptures et aussi des objets qu'il faut présenter aux autres nations du monde pour évidemment montrer sa propre primauté. Et là, par contre, je voudrais me plonger sur des cas un peu plus spécifiques, car c'est le moment donc de revenir sur le XXe siècle. Et dans le XXe siècle, donc, considérons la question de l'espace et de la circulation en s'appelant à ceux qui ont été quelqu'un, je dirais, des grands maîtres de la modernité. Espace et circulation, qu'est-ce que c'est la réponse donnée par un des plus grands architectes de la première moitié du XXe siècle, Le Corbusier? Eh bien, Le Corbusier n'a pas accepté du tout ce qui étaient donc les modèles établis du siècle précédent. Le Corbusier a regardé à ce qui étaient les outils de la modernité, la préfabrication, les nouvelles potentialités données par ce qu'on appelle l'ossature domino, donc la possibilité de bâtir à travers une ossature en béton, et a essayé de s'interroger pour comprendre quels auraient pu être les avantages spatiaux et aussi en termes de circulation pour l'objet musée. Une des premières réponses que Le Corbusier donne, c'est donc les Mondaneum, projet de 1929, sur lesquels on est passé très rapidement la dernière fois et sur lesquels je voudrais ici dépenser quelques mots de plus, car les Mondaneum et les projets dans lesquels Le Corbusier a une idée, celle d'un musée dont l'espace pourrait être continu et infini. Comment définir une architecture avec un espace infini? Ça semble presque un paradoxe. Eh bien, Le Corbusier trouve la réponse en regardant un objet, présente aussi au mieux un principe géométrique qu'il peut facilement reconnaître et deviner en regardant la nature. Celle de la spirale. Et donc la spirale devient un motif géométrique sur lequel déjà, avant Le Corbusier, beaucoup des architectes et beaucoup des artistes s'étaient plongés pour
raisonner sur la possibilité de géométriser la nature, eh bien, la spirale, comme vous les voyez là, devient un principe pour dessiner un musée avec un centre où placer l'origine de l'art et l'art des origines, et après, définir une galerie, oui, mais une galerie continue, donc qui ne cesse pas, et dans laquelle on pourrait donc abriter l'art selon l'évolution de l'histoire humaine, des origines jusqu'à... On n'a pas une destination. Et donc, c'est une spirale, évidemment, qui, grâce au ressort de la préfabrication, de l'architecture moderne, du béton, d'un assemblage facile, d'une main-d'œuvre qui ne nécessiterait pas les mêmes spécialités de la main-d'œuvre qui a contribué à la réalisation, par exemple, de la galerie du Louvre, eh bien, avec laquelle on pourrait donc définir un objet standardisable et surtout avec un coût très très contenu. Eh bien, la deuxième invention de Le Corbusier en termes spatial et de circulation, c'est celle de dire que ces dispositifs ne sera pas horizontal, mais sera donc un dispositif qui peut aller sur la troisième dimension. Et donc, la salle centrale sera placée à une certaine hauteur, et après, ce dispositif pourra descendre vers les rez-de-chaussée, vers le niveau du sol, et après, si nécessaire, se développer sur son périmètre à l'infini. Eh bien, ici, vous voyez les premiers croquis proposés par Le Corbusier autour de ce musée qui prendra des noms différents dans l'histoire. Musée à croissance illimitée musée du XXe siècle, dans les années 50 et 60, et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez des dessins, des croquis de Le Corbusier qui peuvent vous montrer d'une façon claire, au plus clair, ce qui est cette idée. Vous avez aussi plusieurs maquettes, car une fois définis ces principes, Le Corbusier a l'astuce de reproposer à des clients différents les mêmes prototypes dans l'espoir de trouver les bons clients pour réaliser son musée à croissance illimitée. Et donc, c'est un dispositif qui traversera les continents, traversera aussi des histoires tout à fait différentes, avec des clients multiples. Ici, vous voyez une maquette qui Le Corbusier réalise pour vous montrer l'intérieur et pour vendre cette idée. Quelque chose qui me semble aussi intéressant quand on parle d'espace, c'est mais qu'est-ce que c'est finalement les destins de ce qui est les murs, non? Parce que les murs, quand on parle des murs, on parle des simèses, c'est un élément fondamental quand on parle de l'exposition de l'art. Eh bien, à ces propos, Le Corbusier a envie de nous dire que les murs ne doivent plus être un élément permanent, ne doivent plus être un élément lourd, un élément épais. Le Corbusier a envie de nous dire que les murs aussi, lui, peut être un élément plus flexible, un élément qui peut se déplacer selon ce qui sont les souhaits des messieurs et madame les conservateurs. Et donc, vous voyez comment dans ces conquis, les murs commencent à se diluer dans des éléments plus légers, dans des éléments qui pourront donc être déplacés au fur et à mesure des nécessités et des expositions. La question du mur comme élément qui fait périmètre de l'espace muséal est une question qui a tourmenté aussi des autres maîtres de la modernité, comme Mies van der Rohe. La génialité dans les raisonnements de la muséologie menée par Mies van der Rohe réside précisément dans une véritable lutte conceptuelle contre l'objet mur et contre l'objet pièce. Mies van der Rohe est à la tête d'une philosophie qui est passée à l'histoire sous le nom de l'espace continu. Appliqué à l'objet musée, alors, ça signifierait que les musées pourraient être réduits à un espace qui n'est plus une série de pièces, mais comme vous les voyez ici dans cette plan, on regarde donc les musées de l'auteur, on lui regarde à l'intérieur, et vous voyez comment les murs
déviant un diaphragme léger, ponctuel, déplaçable. Voici par exemple à quoi on peut réduire l'espace muséal pour Mies van der Rohe. Un plafond, un sol, deux surfaces conceptuellement infinies dans lesquelles les murs s'est réduit presque à l'œuvre d'art elle-même et à des objets qui prennent leur place dans un espace qui devient neutral, généreux, permettant donc de configurations différentes. Mies van der Rohe a le courage même de vous dire que même un hangar industriel, les grands hangars de l'ingénieur Kahn aux États-Unis, pourrait lui être finalement l'objet ultime d'un musée du futur, à l'intérieur duquel des cimaises légères, rien de plus que des diaphragmes de très faible épaisseur, définissent, périmètrent, séparent un espace qui demain pourrait être reconfiguré différemment. Un des aboutissements de ces raisonnements réside dans la Neo National Gallery, un des derniers projets qui Mies van der Rohe réalise. Ici, on est déjà dans les années 60, presque, et vous voyez comment, donc, cette idée d'espace continu met en place donc, cette grande loft équipée avec des cimaises légères et déplaçables. Mais la génialité de Le Corbusier a été cette spirale qui est un élément intéressant pour nous dans notre raisonnement autour de qu'est-ce que c'est l'espace du musée, qu'est-ce que c'est la circulation du visiteur dans le musée. Et la spirale est aussi à l'origine des raisonnements d'un autre architecte, on l'a cité la dernière fois, c'est Frank Lloyd Wright. Et ce qui est important, c'est de regarder la genèse du Guggenheim Museum de New York et d'y retrouver dans cette forme à Ziggurat une origine qui se rapproche fortement à celle du Mondaneum de Le Corbusier qu'on vient de voir avec les croquis de l'architecte. Un Guggenheim peut-être qui vous apparaît comme objet étrange quand vous les voyez dans cette configuration pyramidale, tronco-conique, et qui retrouve une atmosphère qui vous est peut-être plus chère quand vous les retrouvez dans la version suivante, qui s'approche beaucoup, en dépit de sa couleur, à ce qui est finalement les musées réalisés. Et donc ici, on a donc un maintien de ce principe fort d'une spirale qui continue sans arrêt et sans cesse, mais on a donc une configuration tout à fait différente et inversée pour ce qui concerne donc les développements coniques ou coniques inversés de la circulation. Préoccupation qui détermine les passages entre la première version et la deuxième version qui ont à faire, entre autres, avec la lumière, sur lesquelles je ne retourne pas, pour arriver jusqu'à la configuration qui vous est chère, et c'est celle donc du bâtiment réalisé. Une configuration dans laquelle les visiteurs rentrent, retrouvent un grand espace qui est un espace communautaire, qui ensuite monte via des ascenseurs jusqu'à le dernier étage, et c'est qu'au dernier étage, en dessus d'une verrière qui baigne l'espace central des Lumières, que les visiteurs commencera son parcours qui suit la gravité et qui donc, avec une pente légère, n'est rien plus qu'une jolie promenade qu'on pourrait faire en regardant à nos côtés l'art contemporain de collection Guggenheim. Et donc, un principe de circulation, figurez-vous, qui est à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. Qui parmi vous a visité les Guggenheim aura remarqué que le parcours qui est proposé aujourd'hui est plutôt un parcours inverse, dans lequel on monte plutôt que descendre. Et donc ici, vous voyez cette idée d'un continuum spatial dans lequel les visiteurs, sans interruption, peuvent admirer, donc, dans ces cas spécifiques, des objets d'art abstrait de la collection Guggenheim.
évidemment un dispositif qui crée aussi des jeux de regard. On a la possibilité de voir et d'entrevoir ce qui sera la destinée de notre parcours et ce qui était l'origine. Un dispositif dans lequel les visiteurs, au-delà d'entrevoir l'art qui viendra ou qui est passé, a la possibilité aussi de se regarder. Et donc les publics, dans sa montée ou dans sa descente, comme étaient les dispositifs originels, deviennent lui aussi un objet de démonstration. Il y a, si on reste sur le cas de Frank Lloyd Wright et de cette histoire magnifique qu'est le Guggenheim Museum, il y a un précurseur de ce qui sera le musée de Frank Lloyd Wright, que c'est une exposition temporaire qui a été réalisée par un architecte qui s'appelle Friedrich Kiesler, toujours pour les mêmes clients, c'est-à-dire à la famille Guggenheim, qui m'est très cher parce que ça me permet donc de vous proposer un parcours qui va à la recherche des espaces plus particuliers, dans lesquels donc ce qui était la courbe de l'espace de Frank Lloyd Wright, ici commence à devenir, vous voyez, donc cette surface avec cette courbe, ligne, donc courbe, courbée, très particulière, dans lesquelles Kiesler, l'architecte qui dessine et qui conçoit cet espace, est à la recherche des nouvelles conditions de démonstration de l'art et à la recherche d'une transformation importante de ce qui est la simèse, et donc la surface qu'habituellement on a retrouvée à partir donc de l'architecture ancienne comme une surface verticale et plutôt neutre, et qui donc ici se plie pour créer des conditions qui sont des conditions inattendues. Comment les tableaux réagissent à regarder dans un espace qui commence, lui, à vouloir devenir lui-même le protagoniste, autant que les œuvres qui y sont exposées. Si on fait un saut en Angleterre, au Royaume-Uni, dans l'après-guerre, on peut retrouver une série d'artistes, des sculpteurs, d'architectes, des décorateurs, des graphistes, qui vont sous le nom de Independent Group, qui commencent, eux, à réfléchir sur des nouvelles avant-gardes et en termes du contenu d'art contemporain, mais aussi en termes de sa monstration. Donc, au-delà de ce qui sont les objets qui intéressent l'Independent Group, pour lesquels je ne pourrais pas trop, sur ces sujets, je ne pourrais pas trop rentrer avec le temps que j'ai à disposition, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les réflexions de l'Independent Group vont vers une trajectoire de donner un nouveau rôle à l'œuvre d'art par rapport à l'espace et à la simèse sur laquelle l'œuvre est affichée. Et donc ici, l'œuvre d'art veut abandonner la simèse traditionnelle et commence donc à s'approprier de l'espace d'une façon tout à fait différente. Qu'est-ce que c'est l'exposition d'une œuvre d'art, par exemple, attachée au plafond, disposée en incliné, etc., etc. Les contextes dans lesquels l'Independent Group regarde la question de l'exposition de l'art est un contexte en Angleterre dans lequel l'architecture les corbusiérienne de cette première modernité est complètement mise en crise. Les Corbusiers commencent à explorer des formes différentes, des surfaces gauches, comme par exemple vous pourrez vous-même vous apercevoir en regardant le projet de Notre-Dame-de-Haut de Ronchamp. L'architecture d'un architecte comme Gaudi commence à être recouverte. En Australie, on a donc les grands défis de la réalisation du Sydney Opera House. Et des étudiants d'architecture en Angleterre commencent donc à explorer des nouvelles spatialités. Regardez par exemple ici les projets d'une mosquée réalisée par un très jeune étudiant qui passera à l'histoire comme un des membres du groupe Archigram, qui commence, vous les voyez ici, à regarder cette maquette, à donc concevoir des spatialités autres qui n'ont rien à faire avec la boîte de la pièce traditionnelle. Les jeunes architectes anglaises, ils sont 6, qui passeront à l'histoire sous les noms d'Archigram, en 1963, conçoivent
un dispositif pour l'exposition de l'art contemporain dans une expo qui s'appelle Living City, vous la voyez ici, dans laquelle transforme la pièce traditionnelle dans un véritable intestin, dans un espèce d'organe avec des surfaces courbes. Et là, ils sont tellement lancés dans cette métaphore qu'ils réfléchissent à vous transformer dans un véritable, je dirais, élément prêt à être digéré par cette architecture. Vous rentrez, vous vous retrouvez à l'intérieur d'une série d'organes qui correspondent à des salles dans lesquelles l'art est exposé. Et pour franchir les limites de chacun de ces organes, vous devrez aussi traverser des véritables sphincters d'échelle réelle, d'échelle humaine. Ils arrivent même à proposer de mettre, donc, de pendre au mieux, de mettre de véritables liquides sur les surfaces de cet espace qu'il faut donc franchir comme, encore une fois, si on est des véritables éléments digérés par cette grande monstre, je dirais, digestif. Et là, malheureusement, cette idée n'arrive pas à être mise en place car il y a des complexités sur ce qui est la scénographie et donc l'espace sera finalement beaucoup plus banalisé et géométrisé avec cette figure, vous les voyez, polygonale, qui perdent complètement cette métaphore, je dirais, biologique, anatomique, qui résidait dans l'imaginaire d'Archigramme aux origines. Et là, vous voyez comment c'est mis en place, donc la version finalement réalisée. Ici, on a une photo, on se trouve à l'intérieur de ces dispositifs, donc dans lesquels la simèse, ça se transforme dans une série de multifacettes sur lesquelles les œuvres sont directement collées. C'est quand même un passage important parce que ça, je dirais dans les catalogues qui ouvrent la même exposition, les membres d'Archigramme décident d'afficher une image d'un artiste qui s'appelle Richard Hamilton. Et dans cette image, troublante, je trouve, et très fascinante, on est en train de voir un véritable manifesto de ce qui sera la trajectoire que ces jeunes architectes anglaises décident de prendre pour toute la décennie à venir. C'est une véritable lutte contre les éléments fondamentaux de l'architecture. C'est une lutte contre la pièce, c'est une lutte contre les murs, c'est une lutte contre l'idée d'une architecture permanente. Et c'est une trajectoire qui va vers la dissolution de l'architecture et la réduction de l'architecture à un simple environnement, à une surface équipée par des objets de la modernité. Vivre sur une surface, voilà, ça c'est un peu qui est une surface dans laquelle on a tous les objets de la modernité. On a un satellite, on a la voiture, on a un frigo, on a un lecteur de vinyle, on a l'aspirateur, tous ces objets qui représentent une véritable émancipation par rapport à ce qui est les foyers domestiques de l'époque précédente. Donc, on reste toujours sur cette aventure qu'Archigramme, donc très jeune architecte anglaise, décide de mener à bien. Car nous, on ne doit pas oublier que l'objet qui nous intéresse, évidemment, c'est les musées. Mais à partir des années 60, les musées commencent à devenir un objet hostile à cette nouvelle génération. Car les musées est perçu comme un objet fermé, élitiste, intérieur duquel est exposé un art qui n'est pas un art populaire, qui n'est pas un art du peuple, etc. Et donc, ces jeunes étudiants qui terminent leurs études dans les années 50 ont envie d'externaliser les musées, de transformer même l'objet qui est contenu à l'intérieur du musée. C'est plus des tableaux, des sculptures qu'il faut montrer, c'est l'information qu'il faut afficher. C'est la culture qui passe à travers donc une contre-information, une information populaire. Et alors, l'idée des Archigramme, c'est que si les jeunes de la périphérie, de la campagne, ne peuvent pas aller au musée, alors ce sera les musées à aller vers chez eux. Et vous voyez ici comment les musées, les dispositifs pour l'acculturation, se transfigurent
dans une série de camionnettes, de caravanes, qui franchissent la campagne anglaise pour donc amener l'information où il faut. Évidemment, vous voyez comment ces camionnettes trouvent leur place. Elles peuvent être combinées, elles peuvent s'ouvrir. Il y a des éléments gonflables, des espaces, des dispositifs pneumatiques à l'intérieur duquel donc les jeunes peuvent se rassembler pour recevoir une contre-information et une contre-culture. Évidemment, avec tous ce qui sont les objets de la nouvelle technologie, les radios, les transistors, les satellites, etc. Parce que l'information commence là à devenir, donc, à rentrer dans ce qui est la dimension de l'éphémère. Et ici, vous voyez comment cette idée évolue au fur et à mesure, projet après projet après projet. Ici, on a un autre projet qui est dans les mêmes sillages. Ça s'appelle, les projets précédents, ça s'appelle Ideas Circus, donc les cirques des idées, probablement à cause donc de cet dispositif de tente, comme la tente d'un cirque. C'est l'idée de cirque qui arrive dans la ville, mais à l'intérieur il n'y a plus les éléphants et les lions, mais il y a l'information et la culture. Et donc les projets suivants, ça s'appelle Instant City. C'est une idée très forte, parce que l'archigramme reconnaît que donc, la culture et l'information est quand même synonyme est lié fortement à la dimension urbaine et métropolitaine. Et alors, Archigramme a envie de vous dire que même en restant à la campagne, vous pourrez avoir la même intensité que les citoyens urbains ont dans la métropole. Et pour vous donner tout ça, alors eux, ils organisent, il n'est plus question d'une série de camionnettes, ici c'est une question de véritables zeppelins, donc des dirigeables qui peuvent franchir les ciels de la campagne anglaise pour amener à la campagne tout ce qui est l'information et la contre-culture, donc des programmes, des émissions, des images, des œuvres d'art, des publicités, des informations. Et tout ça, vous voyez, qui traverse la côte anglaise sur des dirigeables qui s'œuvrent, etc. Donc ici, ils sont très didactiques, Archigramme, on a envie de tout vous expliquer. Donc ici, vous pouvez voir comme s'il s'agissait d'une bande dessinée. Donc comment cet musée futurible, ce dispositif pour l'émission de la culture, peut donc, voilà, se rapprocher à un contexte qu'eux, ils appellent la ville, la ville qui dort à la Provence, un peu une ville sleeping town. Et donc après, ils s'activent, et donc voilà, événement, ici, haute intensité, infiltration, et après, donc un véritable network, donc un réseau qui se met en place. Voici donc magnifique les collages qu'Archigramme met en place pour transmettre leur idée forte et puissante de ce qui pourrait être donc un musée futurible. Et voilà, donc vous voyez comment, par exemple, un lieu un peu délaissé de la périphérie urbaine peut, lui, devenir un nouveau pôle d'un réseau culturel à travers donc l'installation d'écrans audiovisuels, de treillis, des systèmes sonores, des systèmes de lumière, des systèmes de transmission des images d'information. Voilà, je ne fais pas trop des commentaires parce que après je ne veux pas devenir trop répétitif, mais on peut continuer parce que Archigramme ne s'arrête pas là. Et alors, mais si on peut se baser sur cette haute technologie, pourquoi pas ne pas réduire finalement l'idée de la transmission de l'information à un dispositif qu'en italien, je dirais, indossabile, et donc avec lequel qu'on peut, comment dire, monter sur notre tête, ou peut-être sur notre visage. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ces projets vous fera un effet un peu plus modeste par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque, mais essayons de se remettre en 1970. Et voilà donc les infogangs, ces dispositifs à travers lesquels donc l'information peut être transmise directement sur vos yeux. Et voilà donc l'infogangs avec, donc ici, les réseaux d'information, et après, voilà, qui sont transmises directement comme de lunettes. Aujourd'hui, on dirait des lunettes de réalité augmentée ou réalité virtuelle, mais bon, 1970 était l'avant-garde.
Et on a en Autriche des autres architectes de la même génération qui décident de suivre la même trajectoire. On a Hans Ruckerenko, donc qui désormais est dans cette dimension selon laquelle les nouveaux espaces pour l'acculturation et même pour avoir des perceptions autres de ce qui est la réalité qui nous entoure, c'est un dispositif qu'on peut vraiment mettre sur nos têtes et avec laquelle donc on peut avoir ce qui était parmi les effets du dispositif muséal d'acculturation. Et donc vous avez aussi un dispositif de couple, un dispositif pour une personne toute seule. Et après, vous avez aussi qui, comme Walter Pichler, toujours en Autriche, vous repropose des dispositifs de la même forme et taille, pas pour vous dire que ça, c'est la direction à suivre, mais plutôt pour vous alerter que la technologie est en train de prendre une direction qui vous amènera vers un état d'aliénation. Prenez ça et oubliez votre espace, oubliez vos proches, oubliez votre environnement. Et donc Walter Pichler construit des dispositifs comme des casques pour l'information et l'acculturation, mais il les fait exprès lourds, il les fait avec des formes telles que quand on les met dans la tête, on a un véritable effet claustrophobique. Il les fait avec un poids tel qu'on est presque écrasé par cette casque, parce qu'il veut nous alerter que ça, c'est la direction vers laquelle on pourrait aller, mais vers laquelle on ne devrait pas surtout aller. Et donc ici, vous voyez par exemple cette casque qui montre donc la solitude et l'aliénation d'un individu qui a oublié la communauté, qui a oublié l'environnement qui l'entoure. Faisons un passage pas trop complexe entre l'Autriche et l'Italie. Essayons de voir aussi comment les architectes italiens de la même génération réfléchissent autour de la même question. Qu'est-ce que c'est un musée? Qu'est-ce que c'est les dispositifs pour s'informer, pour s'acculturer? Eh bien ici, on a des très jeunes étudiants, un jeune étudiant en particulier, Riccardo Foresi, qui participe au projet de l'aménagement de pavillon italien à la 14e triennale de Milano, 1968, en année clé, en réduisant les musées à un dispositif d'acculturation dans lequel on rentre, on commence à soumettre toute une série d'informations, etc. On rentre dans un véritable tube. Vous les voyez ici peut-être dans cette image, je m'excuse s'ils ne sont pas de très bonne qualité. On rentre dans un véritable tube, on commence à recevoir de l'information, l'intensité de l'information et de tous les stimuli visuels, audio qu'on reçoit augmente, jusqu'à un moment qui correspond à la moitié de ces tubes, dans lesquels on arrive à un moment de véritable white noise, donc un moment maximal, dans lequel on n'arrive plus à distinguer une information de l'autre, et après on a une phase de descente. C'est un dispositif critique que Riccardo Foresi nous met en place pour tester la question de qu'est-ce que c'est s'acculturer aujourd'hui. Donc c'est un projet plus théorique, il ne gagnera pas son concours, et un dispositif très intéressant parce que pour stimuler les visiteurs, ces derniers soumis des informations de tout genre, comme par exemple dans une partie de ce parcours, à l'intérieur de ce tube, l'image gigantesque et colossale de l'Èvre, d'une des grandes figures de ce qui est le monde de la subculture de l'époque, c'est-à-dire la bouche sensuelle de la protagoniste de ces bandes dessinées qui s'appelle Jodelle. Donc ici, toujours, on est à Florence, des étudiants florentins réfléchissent sur des nouvelles façons pour altérer la perception de l'œuvre d'art. Pensez à ces grandes machines qui est réalisée devant un tableau de la Renaissance pour démultiplier l'image et pour vous offrir donc des perceptions altérées de ce qui, par exemple, pourrait être un tableau de Leonardo da Vinci.
l'art pour les étudiants de l'école florentine n'est pas et n'est plus à voir avec un espace d'intérieur. Elle peut occuper la ville, elle peut franchir les limites de l'architecture pour arriver dans l'espace urbain. Et donc ces étudiants commencent à mettre en place de systèmes d'altération des monuments historiques qui, bon, évidemment, ont affaire avec les œuvres d'art de l'artiste Christo. Ou bien aussi des interventions dans la ville qui donc sont très tributaires de certaines explorations de la pop art américaine. Et donc encore un tube cette fois-ci dans lequel les étudiants pensent de rentrer, un tube qui serait disposé dans les plus belles rues de Florence, à l'intérieur duquel on rentre, on monte pour avoir donc des visions complètement altérées de ce qui sont les façades de palais florentins. Ces derniers revêtus à l'intérieur d'un véritable empaquetage à la Christo. Restons toujours en Italie, il y a un autre sujet, un autre bureau d'architecture, et là je vais vers ma conclusion, un bureau d'architecture qui s'appelle 1999, les dernières années avant l'année 2000. Après, leur nom changera en 9999. Eh bien, ces jeunes étudiants, on est toujours à Florence, réfléchissent eux aussi à qu'est-ce que c'est un dispositif d'acculturation, qu'est-ce que c'est un musée dans les années 70. Et eux, ils font une recherche qui est très proche à ce qu'on a vu en Angleterre, c'est-à-dire ils partent de l'idée que les musées pourraient être finalement encore une architecture fait des espaces discrets, des grandes boîtes, dans lesquelles la distinction entre les espaces des dortoirs des étudiants, les espaces de l'université, les espaces de la conservation et de la démonstration de l'art, ils sont tout rassemblés autour d'un grand dispositif pour faire culture-information. Et dans les parcours des réflexions de ces groupes, l'architecture commence à se dissoudre, jusqu'à l'arrivée à un véritable extrême, 1972. Raser Florence, raser toute la ville, garder simplement quelques monuments, comme évidemment celle de Santa Maria del Fiore, Brunelleschi, et substituer à la ville une grande forêt, un bois, à l'intérieur duquel on pourrait donc se promener libre et obtenir l'information uniquement à travers deux îles à l'intérieur de ces forêts, dans laquelle la haute technologie pourrait donc se substituer à ce qui était la ville ancienne. Ça, pour les groupes 9999, et donc les résultats, la trajectoire, l'objectif ultime de ce qui était une fois un musée et qui donc devient ici un véritable environnement équipé dans lequel par contre on a un retour très important à une nature, à une espèce d'Éden, sauf qu'ici on parlerait plutôt d'un Éden 2.0 technologique dans lequel donc la haute technologie elle nous permet de se sauver par ce qui est la grande bétonisation, la grande urbanisation de ce qu'on après-guerre. Et donc ici, une autre image, un autre collage réalisé par le même groupe qui a envie de vous choquer pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait être, donc l'espace ultime de ce qui une fois était un musée et qui aujourd'hui devient donc une simple île, une petite plateforme à l'intérieur d'une grande forêt dans laquelle, à travers un viseur, on pourrait avoir donc cette information, cette acculturation qui une fois était donc rendue possible par la monstration de l'art. On est en 1870, il ne faut pas oublier l'existence à cette époque d'un grand précurseur d'Internet. Donc avant Internet, on avait les Whole Earth Catalog, donc un grand catalogue qui est publié aux États-Unis. Et c'est un ancêtre, on pourrait dire, d'Internet. C'est ce catalogue à l'intérieur duquel se dispatche ce que la génération de 68
considère l'information et l'acculturation nécessaires pour la vie et la survie. Vous y trouverez de façon tout à fait hétérogène un savoir que c'est aussi un savoir-faire. Et donc ça me permet de faire mon dernier basculement dans la présentation d'aujourd'hui. Car il s'agit d'une génération qui commence à réfléchir que l'objet d'un musée, l'objet d'un dispositif qui doit nous acculturer, ne doit pas avoir à faire avec la contemplation d'un art, mais doit plutôt revenir à un savoir qui est un savoir-faire. Un savoir-faire qui est celle qui remonte à l'origine de la culture humaine elle-même. Donc ici, j'ai essayé de vous montrer comme ça, avec un peu un effet mosaïque, certaines pages de cette catalogue qui était la véritable encyclopédie de cette génération 68 yards. Et cette idée de revenir aux sources, de revenir à un savoir qui est un savoir-faire, et au centre de l'expérience qui va sous le nom des Global Tools. Un groupe des architectes florentins et milanais qui se retrouvent pour 3 ans pour concevoir ce qui pourrait être donc la forme ultime d'un dispositif d'acculturation, appelons-les musées, appelons-les écoles, dans lesquels l'objet alors n'est plus un art pour satisfaire, par exemple, nos plaisirs, mais c'est plutôt l'idée, comme je vous disais, de revenir aux sources, de revenir aux outils. Et voilà, ça me permet de terminer en revenant encore une fois sur Kubrick. On est parti avec Barry Lyndon. Ça me permet d'arriver et de toucher à notre film qui a, lui, complètement bouleversé la génération des étudiants florentins dont je vous ai montré quelques projets, car finalement, l'arrivée qu'il vous propose est quelque chose qui dialogue de façon étroite avec donc cette idée primordiale du savoir et du savoir-faire, de l'outil primordial, que pas par hasard les membres de Global Tools décident d'élire un manifeste, l'objet ultime, le marteau, qui nous permet de construire, qui nous permet de dessiner notre environnement, etc. Donc pour post-scriptum, avant de vous entendre et d'entendre vos questions, vos commentaires, il y a une réflexion qui me permet d'ouvrir à ce qui sera aussi la prochaine séance. Mais alors, à propos de cette dérive paradoxale, extrême, de cette dissolution de l'architecture du musée, quelle est finalement la position des artistes, de ceux qui sont les destinataires du musée? Eh bien, ça semblerait que les artistes, au même moment où nos jeunes architectes et étudiants d'architecture entre l'Angleterre, l'Autriche et l'Italie, comme on vient de les voir, ça semblerait que les artistes aussi, ils ont envie d'un nouveau type d'espace pour l'art, car ils sont les années dans lesquelles de nouvelles formes d'art naissent, qui abandonnent complètement la simèse traditionnelle. C'est la naissance de la performance et de l'happening. Je vous montre ici quelques images de Klaus Oldenburg, de Marina Abramovic et aussi de Nikita Sanfal. Et donc, c'est un moment dans lequel les artistes, eux aussi, sont en train de nous demander, aux architectes, imaginez pour nous un nouveau type d'espace qui ne peut plus être celle de la galerie ou celle de la salle, etc. Et donc, avec cet interrogatif, cette possible correspondance entre l'imaginaire des architectes et les désirs des artistes, je voudrais simplement proposer un teasing, donc une anticipation de ce qui sera l'objet de la 3e séance qu'on fera donc à février et qui aura, elle, à faire avec ce qui finalement, à partir des années 70, sera la réflexion autour d'un dispositif muséal qui prendra place à partir du second après-guerre, qui allait sous le nom de White Box, donc de cette cube blanc à l'intérieur duquel les artistes peuvent retrouver une nouvelle liberté. Je m'arrêterai là.
Mais j'aimerais bien vous entendre si vous avez des observations, des commentaires, des rebondissements, des critiques. Je serai preneur. Merci à tout le monde. Alors, ce que je viens de vous montrer dans cette trajectoire très paradoxale, et Gaël, donc tu as complètement saisi donc, cette tentative d'arriver dans un extrême où l'architecture, donc voilà, rappelons-nous les titres du cycle, c'est architecturer les musées. Donc là, on est en train de traverser une phase dans laquelle une génération entière, elle dit, on peut s'en passer de l'architecture. Parce que ce qui était l'essence du musée, l'acculturation, ça peut se faire au-delà des murs, sans les cimaises, etc. Et donc, voilà cet parcours paradoxal qui nous amène jusqu'à, on dit, aux frontières dans lesquelles, Gaël, tu dis, l'architecture a disparu. Qu'est-ce que ça reste? Et donc, bah, évidemment, ce sont des projets utopiques qui ont basculé la réflexion, qui ont basculé complètement, ont fait basculer les débats aux années 70, mais finalement, des projets extrêmes qui n'ont pas abouti avec les formes que ces architectes avaient souhaitées à l'époque. Mais par contre, on va commencer, l'idée c'est de vous proposer donc une troisième rencontre qui va plutôt revenir sur Terre, en partant toujours de ce qui finalement ont été les exemples réalisés par cette même génération, qui évidemment n'arrivera pas à dissoudre complètement l'architecture. Et en partant de cet exemple réalisé, on pourra donc faire un parcours, une réflexion autour de qu'est-ce que c'est la simèse dans les musées de la boîte blanche pour arriver jusqu'à la contemporanéité avec donc un panorama des exemples qui ont à faire plutôt avec les années 2000, les années 2010 et les années 2020, ce qui nous amènera après donc à une réflexion plus précise du quatrième rencontre dans laquelle donc l'idée ce serait de venir encore une fois à Sable-d'Olonne, cette fois-ci accompagné par deux architectes, Nicolas Moreau et Hiroko Kusunoki, qui eux sont à la tête du projet de transformation 2025-2030 du Centre Pompidou de Paris et qui pourront aussi nous dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui, selon eux, un musée et qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'architecture du musée. Absolument. Donc ici, on a vu des exemples dans lesquels, disons que les principes fondamentaux de ce qui a été considéré la discipline de l'architecture sont en train d'être mis en crise, mais évidemment, quand vous, par exemple, vous soulignez cette parenté forte aux mêmes identités entre les différentes formes de l'art dont l'architecture est une, vous touchez à un questionnement qui a traversé à plusieurs reprises le XXe siècle, entre autres, dans lesquels les architectes ont toujours cherché d'arriver à ce qui était une œuvre d'art totale, par exemple. Il y a eu plusieurs rebondissements autour de cette conception. Est-ce qu'il serait possible d'arriver à dessiner un espace dans lequel musique, peinture, sculpture, dessin de l'espace, architecture donnent lieu à un objet synthétique et unique? Donc, merci pour cette observation, elle est cruciale. Et les cas, disons, de ce qui est la circulation à l'intérieur, disons, du temple de la chrétienté, donc, disons, de l'église, de la cathédrale, etc., aurait pu être un autre passage fondamental pour réfléchir à qu'est-ce que c'est circulation dans un lieu, démonstration de, finalement, des objets d'art. Dans ces cas-là, précisément, des objets d'art chrétien qui étaient plutôt des objets vénérés, donc qui faisaient partie d'un rituel, etc. Donc moi j'ai préféré regarder un dispositif, disons, moins lié à ce qui est la ritualité chrétienne, comme par exemple les cloîtres, mais absolument donc l'espace de la cathédrale, les déambulatoires dont vous faisiez référence, ça peut ouvrir à des réflexions tout à fait fascinantes dans ce qui est la question de la circulation dans un espace où on montre l'art, absolument. Surtout aujourd'hui, encore plus important, je trouve, dans un contexte dans lequel toujours plus l'église et la cathédrale et leur espace deviennent
des objets, non pas simplement des rituels chrétiens et des pilgrimages, par exemple, mais aussi de monstrations d'art. Donc, pensons par exemple, je ne sais pas, au cas de Notre-Dame à Paris, et on pourrait par exemple estimer combien de fois un visiteur y rentre pour une question de liturgie et combien il rentre pour une question plutôt liée à un tourisme, etc. Donc, absolument. Donc la galerie de Louvre-Lens est une... je la montrerai en tout cas la prochaine séance, donc on aura l'occasion d'y revenir. Il s'agit effectivement de, je trouve, un exemple qui réagit effectivement à ce qui est la perte des Simèses. Donc l'art qui doit retrouver sa place et qui retrouve sa place sans besoin donc d'une surface sur laquelle s'accrocher. Il y a des questions spatiales très importantes, comme par exemple l'effet de pouvoir voir la totalité, l'ensemble des œuvres dans un seul espace, et à travers ces regards qu'on a dans un espace donc dans lequel on commence avec l'art ancienne, et après on a un véritable parcours spatial et chronologique. Eh bien, l'effet d'éliminer la simèse, ça nous permet donc d'avoir cette vision tout à fait chronique et didactique de l'art à travers une succession des œuvres qui, elle prend l'espace sans besoin de la simèse qui les supporte. On a aussi Lina Bobardi avec les MASP, qui peut être considéré comme un autre projet qui dialogue fortement sur la disposition de l'art dans l'espace avec les cas de Louvre-Lens. Mais par exemple, ces deux études des cas seront deux études des cas sur lesquelles on pourra revenir à février en continuant précisément cette réflexion sur la disparition de la simèse. Eh bien, s'il n'y a pas des autres questions, je vous dirai un grand merci. Un grand merci.